Donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que je connais beaucoup de monde ici. Je m'appelle Romain Leblanc, je suis vice-président au sein du tribunal grande instance de Dijon et j'exerce actuellement jusqu'à la fin du mois de septembre prochain les fonctions de juge des libertés et de la détention. Et je vous précise, parce que c'est un point qui concerne essentiellement le microcosme judiciaire, mais cette fonction, tout à l'heure appelée avec peut-être un petit peu de malice par M. Bosque, de cette fonction de maître Jacques des libertés, a fini par être totalement institutionnalisée par le législateur, puisque dès septembre prochain, un vice-président sera spécialisé dans les fonctions de juge des libertés et de la détention, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives, parce qu'il y a beaucoup d'attributions, comme il a été rappelé. Et c'est un point qui me semble important, parce que c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance aussi pour ces fonctions qui ont évolué depuis 2001, donc depuis 15 ans, et qui n'ont cessé finalement de s'accroître, avec des missions globalement qui se sont ajoutées, surajoutées, et qui ont intégré effectivement ce contrôle des hospitalisations sous contrainte depuis 2011. Voilà, je voulais tout d'abord adresser mes remerciements au personnel de la Chartreuse, à M. Fisquet en premier lieu, bien évidemment, à M. Delpech, et à ceux également du CHU, et également de Semur-en-Auxois, Madame aux Enfants qui est présente, parce que j'estime que nous avons entretenu au cours des 3 dernières années des relations excellentes, et que ces relations ont vraiment contribué grandement à favoriser l'exercice de la mission du juge des libertés dans les hôpitaux. Puisque nous sommes venus dans l'hôpital, je tenais à dire que nous avons été très bien accueillis, et que cet accueil, je dirais, se renouvelle chaque année. Et c'est un point qui me semble important, parce que sans cela, c'est une procédure qui est exigeante, et donc c'est une procédure qui pourrait peut-être conduire à certaines difficultés sans effectivement la qualité de ces relations. Et puis, je viens devant vous avec une conscience d'une certaine limite de mon expérience en tant que juge des libertés et de la détention, fonction que j'occupe à temps plein depuis maintenant 3 ans au tribunal grande instance de Dijon. Mais j'ai, hormis cette faible, entre guillemets, expérience, une expérience précédente au tribunal grande instance de Troyes, puisque j'ai, comme tous les vice-présidents jusqu'à présent, exercé également ces fonctions de GLD à Troyes. Et j'ai pu, je dirais, essuyer les plâtres de la réforme, avec le concours de la présidente d'alors, Madame Vitran, qui a mis en place effectivement cette réforme dans des conditions assez, on peut le dire, assez difficiles. On a eu un été pour effectivement mettre en place cette réforme totalement novatrice. Et puis voilà, cette façon d'essuyer les plâtres m'a permis aussi de voir comment étaient exercées les fonctions dans un autre département, les conditions. Et je crois pouvoir vous dire en fait que ces conditions d'exercice sont très variables en fonction des établissements, en fonction des départements, en fonction des tribunaux. Et voilà, je pense que cette réforme est jeune, elle n'a que 6 ans. Il faut lui laisser du temps pour une certaine uniformisation qui me semble indispensable. Je voulais vous dire également, parce que c'est un point qui a été évoqué par Madame de l'UNAFAM, qu'il y a de nombreuses actions de formation qui ont été réalisées, y compris par l'école de la magistrature, et c'est un point également essentiel, parce que c'est ça qui confère l'expérience, en fait, dans le cadre de ces matières, à dominante humaine, très forte, et puis à dominante médicale, qui est je dirais un domaine qui est inconnu du juge à première vue, qu'on connaît au travers du prisme notamment du pénal et des expertises psychiatriques pénales, mais qui effectivement a été un peu redécouvert à l'occasion de cette réforme. Alors, je me suis posé la question de savoir quel était le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Pas en forme de testament, je rassure tout le monde, mais
j'ai regardé la signification et la définition du terme juger. Parce qu'on parle de juge. On parle de juge des libertés et de la détention, qui est un libellé qui est totalement inadapté, je pense, à la mission qui nous est confiée. Et juger, c'est, dit les dictionnaires, prononcer une sentence à propos de quelqu'un, d'une affaire, ou alors encore prendre en qualité d'arbitre une décision au sujet d'un litige, ou encore évaluer la valeur de quelqu'un, de quelque chose, selon certains critères, afin de les classer, de décider à leur sujet. Et puis, j'ai regardé la définition du verbe contrôler. Et là, j'ai découvert que le dictionnaire indiquait que contrôler, c'était examiner quelque chose pour en vérifier la régularité, l'exactitude, la validité, la qualité, le bon fonctionnement, ou encore soumettre quelqu'un, quelque chose, à un contrôle d'ordre administratif. Et donc, vous l'aurez compris, moi, lorsque je m'adresse aux patients dans le cadre de cette audience ici, au centre hospitalier de la Chartreuse, mais aussi à Semur, et même si je rappelle bien évidemment que je suis juge au tribunal de grande instance, et non pas juge des libertés, parce que je ne dis pas juge des libertés, moi, en audience, et de la détention, et encore moins de la détention, parce qu'effectivement, on est dans une confusion potentielle des genres qui est préjudiciable, je pense, aux patients. Et bien à la fois cette fonction, cet exercice de cette mission, ses prérogatives, ses limites aussi, à mon sens, sont bien celles d'un contrôleur et non d'un juge. Je ne viens juger personne ici. Voilà, que ce soit dit, parce que c'est vrai que beaucoup de patients viennent en me disant qu'est-ce que j'ai fait. Beaucoup de tiers viennent en me disant est-ce qu'on va me juger sur ce que j'ai fait. Et voilà, et je voulais le dire parce que, bien évidemment, nous sommes juges, mais nous avons des missions différentes. Et dans le cadre de ces missions, il en est certaines qui s'apparentent à un contrôle plus qu'à un jugement. Voilà. Je rappellerai également un petit peu l'historique parce qu'on est en 2017. Vous aviez fait ces journées chaque année et Madame Potvin était intervenue en 2013, il me semble, il y a 4 ans, au moment où il y avait beaucoup d'interrogations par rapport à cette mise en œuvre de cette réforme. La réforme, il faut revenir à la base, c'est-à-dire pourquoi cette réforme? Pourquoi on est arrivé là? On est arrivé là parce que le Conseil constitutionnel, dans un considérant d'une décision du 26 novembre 2010, a indiqué que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegarder que si le juge intervient dans le plus court délai possible, que toutefois les motifs médicaux, les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai. Qu'en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement ne peut être maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'ancien article 337 méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution. Et donc une déclaration d'inconstitutionnalité qui a provoqué ce séisme, en fait, et cette loi de 2011 qui est intervenue et qui a introduit donc l'essentiel, je dirais, de la réforme, à savoir le cadre des contrôles, qui soit facultatif à la demande du patient ou de certaines personnes intéressées, comme le tiers, par exemple, ou que ce soit les contrôles obligatoires lorsque l'hospitalisation est amenée à se prolonger au-delà de 15 jours, puis au-delà de 6 mois. Donc ça, c'était le premier point, c'était la première marche de cette réforme. La seconde, en 2013, comme rappelé par M. Bosc, à savoir le fait qu'on a réduit le délai donc de 15 jours à 12 jours, ce qui n'a pas été sans conséquence. Et lorsqu'on sait, moi j'ai eu des échos sur les raisons qui ont prévalu effectivement au choix de 12 jours plutôt que 15, plutôt que 7, plutôt que 1, parce que finalement, vous avez entendu, je vous ai relu la décision du Conseil constitutionnel, c'est le plus rapidement possible. Ce délai de 12 jours, il est un peu sorti du chapeau, je pense, de législateur. Il a été arbitré, quelque part, plutôt que pensé.
même si aujourd'hui, avec le recul de ces 3 années d'expérience, je ne me vois pas opérer un contrôle à 24 heures de l'arrivée d'un patient ici. Voilà, c'est clair. On serait dans une totale, je dirais, inadaptation aux circonstances, ce qui est parfois difficile à l'audience. Vous avez dit, M. Fisca, on fait l'audience en fait 10 jours après. Hein, c'est à peu près la moyenne. On a des patients qui sont déjà un peu stabilisés et parfois c'est déjà assez compliqué de tenir une audience dans ces cas, dans ces circonstances-là. Donc moi je milite pour que, en tout cas, on ne touche pas à ce délai de 12 jours, qu'on ne le réduise pas trop, parce que la tendance, de manière générale, pour le GLD, c'est d'intervenir de plus en plus vite, toujours plus vite. Pour les étrangers, ça a été réduit, encore récemment. Donc, voilà, il y a je pense, l'idée que le contrôle des libertés, en matière de liberté, doit aussi tenir compte voilà, des conséquences et des nécessités pratiques qu'impose le contrôle, ou alors il faut que ce contrôle ait lieu sans éventuellement l'audience, sans avoir vu le patient. Mais là encore, j'y suis opposé, mais j'expliquerai pourquoi. Et puis, donc, les 3 textes que je vous ai cités, la décision du Conseil constitutionnel, les 2 lois, avaient pour finalité une idée forte, en fait. Le patient doit pouvoir avoir accès au juge dans un délai inférieur à 15 jours, puis à 12 jours, pour qu'un contrôle de la mesure administrative, qui est le fondement même de sa privation de liberté, puisse être exercé. C'est à cela que nous servons aujourd'hui, en tant que juge des libertés. Et c'est un point important parce que, au cours des actions de formation, beaucoup de collègues, énormément de collègues, se sont interrogés sur la nécessité de l'audience, sur la raison d'être de cette audience, sur comment tenir cette audience. Parce qu'effectivement, pour nous, qui ne sommes pas habituellement confrontés à des personnes malades au tribunal, ça a forcément nécessité une adaptation. Et je pense qu'effectivement, cette audience est importante parce que c'est l'accès. C'est l'accès du patient au juge. C'est la possibilité pour le patient de dire quelque chose au juge, de lui révéler quelque chose de lui-même ou de révéler quelque chose de ses conditions d'accueil ici, de la façon dont, effectivement, il envisage, il conçoit sa maladie. Pourquoi ? Parce que de cet entretien peut jaillir, effectivement, une difficulté. Une difficulté. Pas forcément la difficulté qui fera que cette procédure ne sera pas valable, mais qui peut faire jaillir un problème, et un problème qui touche directement à l'essentiel, c'est-à-dire la liberté de ce patient, ou qui touche à sa liberté et son droit aussi à la protection de la santé. Voilà. Je pense, si vous voulez, que si beaucoup de juges se sont interrogés au cours de ces années, c'est parce que les textes n'étaient pas forcément très, je ne vais pas dire bien rédigés, ils sont bien rédigés, c'est-à-dire qu'ils sont praticables. Mais le juge, lorsque vous lisez les articles du Code de la santé publique, et les contrôles, alors je cite le premier, L3211-12, le juge des libertés de la détention, dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la main-levée immédiate de la mesure de soins psychiatriques. Voilà. Et tous les textes sont rédigés de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on envisage le juge des libertés que comme celui qui lève la mesure. Ce qui, à mon avis, a dérouté beaucoup de juges, en fait, et a dérouté sur la mission même qui était la nôtre. Effectivement, nous avons ce pouvoir de lever les hospitalisations. Encore faut-il ne pas voir en ce pouvoir la finalité propre de notre mission. Ces réflexions, moi, je me les suis posées au cours de ces années, et je suis parvenu à l'idée de dire que, bien évidemment, il faut lever des hospitalisations parce que c'est nécessaire, parce qu'elles sont irrégulières, parce qu'elles ne sont pas acceptables, parce que aussi, parfois, elles sont insuffisamment motivées, parce que
peut-être, parfois, certains médecins sont aussi dans une certaine forme d'interrogation par rapport à l'état du patient. Parce que j'ai vu des procédures dans lesquelles, et d'ailleurs de manière très, je dirais, honnête, le psychiatre dit, voilà, le diagnostic, nous ne l'avons pas, nous le recherchons. Nous sommes en recherche d'éléments qui nous permettront d'affiner ce que nous pensons être éventuellement la maladie de ce monsieur ou de cette dame. Donc, c'est un point important, mais la levée, c'est pas le, je dirais, le Graal. Au contraire, parce que, et M. Corinna ne me contredira pas là-dessus, on voit des gens qui sont malades. Voilà. On ne peut pas faire abstraction du fait que nous voyons des gens malades. Et on ne peut pas non plus totalement s'abstraire de l'idée que lever une mesure d'hospitalisation ne sera pas forcément, totalement, un bien pour le patient que nous avons en face de nous. Surtout si, comme l'a rappelé M. Fisca, ce qui est légalement de toute façon possible, ce patient est immédiatement réhospitalisé dans le cadre d'une autre procédure. Voilà, parce que on sait d'expérience que l'hospitalisation sous contrainte, c'est un traumatisme, c'est un véritable traumatisme, et on nous a expliqué en formation que c'était la première hospitalisation sous contrainte qui était le plus traumatisant. Mais à chaque fois, rajouter du traumatisme au traumatisme, on finit par se poser la question de savoir si on intervient dans le bénéfice de la personne. Donc chaque décision de levée, je vous prie de le croire, elle est pesée, sous-pesée, et effectivement, moi je considère en tout cas qu'elle m'engage également pour l'avenir. C'est-à-dire que si je vois un patient qui est dans la même situation, eh bien je lèverai cette mesure d'hospitalisation parce que on ne peut pas être voilà, dans la liberté à géométrie variable, hormis éventuellement le cas, parce que c'est un point aussi qui est important, hormis le cas où le patient lui-même ne demande pas le bénéfice de la loi, c'est-à-dire ne souhaite pas sortir. Dans les cas où l'avocat voit la difficulté mais ne la retient pas, et où je ne la retiens pas, in fine, moi, d'office, parce que je l'estimerais contraire à l'intérêt du patient. Voilà. Alors, Madame Potvin était venue il y a 4 ans, elle s'était posé beaucoup de questions. Le regret de ne pas pouvoir utiliser la salle d'audience du CHS de manière mutualisée à l'époque. Le CHU, enfin la loi ne permettait pas cela. Aujourd'hui, on est dans des conditions, j'ai montré à Monsieur le Président, la salle, les conditions d'accueil sont excellentes sur le CHS. Elles sont très bonnes également sur ce mur, même si ce n'est pas une salle totalement dédiée, bien évidemment, ce qui pose potentiellement quelques problèmes, mais en tout état de cause, aujourd'hui, on a quand même des audiences de qualité, dans la fluidité. Et puis, je pense que les avocats ne se plaignent pas des conditions d'exercice, en tout cas, aujourd'hui, avec un personnel soignant qui est effectivement très compétent. Nous le voyons tous les jours, enfin, je dirais presque tous les jours, parce qu'on tient quasiment des audiences tous les jours. Donc c'est vraiment une réalité que je souhaitais vraiment rappeler. Et puis la crainte aussi par rapport à la publicité des débats. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'est plus dans cette crainte-là parce que d'une part, il y a peu de public en réalité. J'ai vu certaines personnes qui sont venues, la plupart des étudiants, des personnels de soins, de santé, des experts qui sont venus à l'audience pour voir un petit peu comment ça se passait, pour être informés aussi, pour s'informer eux-mêmes. Et sinon, nous n'avons guère que le tiers qui vient en tant que public, quelque part, public particulier. Hein. Mais hormis ce tiers, généralement, nous avons l'avocat, le patient, et un personnel accompagnant. C'est important, c'est essentiel même, je dirais, pour assurer justement la sérénité de cette audience. Et puis Madame Potvin s'inquiétait de l'absence de protocole aussi. Donc ce protocole, il a été mis en œuvre, vous l'avez entendu, il fonctionne très bien, et c'est à mon sens, c'est un grand plus qu'a apporté M. Consigny à l'été 2014 en impulsant finalement cette convention qui est
dans chaque département maintenant, mais qui permet effectivement d'éviter je dirais tout couac, parce qu'il peut y en avoir très rapidement des couacs dans cette procédure. J'ai constaté uniquement deux mains levées parce qu'on m'avait saisi trop tard sur plus de 1200 contrôles depuis septembre 2014. Donc c'est très faible en fait. On est parvenu effectivement à un fonctionnement, je dirais, presque optimum de cette procédure et de cette loi, ce qui effectivement voilà, ne peut être qu'une satisfaction pour le tribunal et puis pour les établissements eux-mêmes. Je dirais simplement qu'il manque seulement la signature du représentant des avocats, mais je ne désespère pas qu'elle soit un jour effectivement apposée, parce que voilà, c'est un document qui fait preuve de son efficacité. Il doit être amélioré sans doute, et les avocats peuvent participer justement à l'amélioration. Mais vous ferez passer le message, Maître Gourena, bien sûr. Et puis, le dernier questionnement, c'était autour de la rédaction des pièces, des certificats. Voilà. Alors, cette interrogation, elle existe toujours. 4 ans après, et je pense qu'elle existera toujours dans 4 ans, parce que, effectivement, c'est un point, Monsieur Fiscal a rappelé, a évoqué la frustration du CHS lorsqu'une levée intervient parce que le premier certificat est mal rédigé, souvent d'un médecin extérieur. Hein. Mais il faut bien avoir conscience que c'est une procédure qui fait intervenir X médecins différents et qui passe du médecin traitant, hein, parfois, le médecin traitant du patient lui-même, au médecin spécialisé en établissement comme les psychiatres ici à la Chartreuse, en passant beaucoup, surtout aussi par les médecins d'urgence, que ce soit SOS 21, SOS médecins, que ce soit les urgences de Beaune, que ce soit les urgences ici à Dijon ou Aix à Montbard, voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça c'est un point qui reste effectivement, c'est le seul. Alors, les conditions d'intervention, je les ai un peu évoquées, et effectivement, donc elles sont favorables de manière globale. On a constaté simplement au cours des 3 dernières années une difficulté par rapport à l'intervention des avocats sur ce mur en Auxois, difficulté qui n'était pas due aux avocats eux-mêmes, mais qui était due à l'éloignement de l'établissement, aux conditions de rémunération, effectivement, et qui était une difficulté que je partageais avec eux. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'en ai jamais voulu aux avocats de ne pas venir. Je savais pourquoi ils ne venaient pas. C'est une difficulté qui est en passe de se régler. Alors, je précise quand même que sur plusieurs mois, hein, j'ai opéré des contrôles sans avocat à ce mur en Auxois. Bon, ce qui normalement ne doit pas se faire, mais parfois la nécessité, elle fait loi, et j'ai expliqué dans mes décisions pourquoi effectivement j'intervenais dans ces conditions-là, avec évidemment un contrôle et des moyens d'office que je soulevais forcément d'une autre façon, mais c'est une difficulté qui est en passe de devenir vaine, puisque on a de nouveau des avocats qui viennent, alors en nombre malheureusement insuffisant pour eux pour tenir un petit peu la distance. C'est pour ça que il faut inviter et engager les avocats à revenir, je dirais, sur ce mur en Auxois. La revalorisation de l'aide juridictionnelle a été un point important, et j'y reviendrai. Mais effectivement, c'était une des difficultés qui s'est présentée. L'objet du contrôle du juge, Monsieur le Président a indiqué que le juge des libertés et de la détention devait avoir nécessairement faire une intervention distanciée. C'est-à-dire qu'il est difficile d'être le contrôleur et le conseilleur. Voilà. Donc les seuls conseils que je peux prodiguer sont ceux que je note dans ma décision, parce qu'effectivement, c'est ma mission, mon rôle aujourd'hui, de vérification de la régularité, dans le sens large de la procédure, à commencer par les actes administratifs, la vérification de la motivation de la mesure résultant de la possibilité pour le juge de lever une hospitalisation qui, au travers des documents transmis, ne serait pas suffisamment justifiée par rapport aux exigences des conditions d'admission. Pour moi, et au bout de 3 ans, parce que je ne vais pas vous dire qu'à un moment donné, ça n'a pas été quelque chose qui était simple,
mais l'exclusion de la vérification médicale par le juge. Alors, quand vous tenez une audience face à un patient, vous avez tout le temps l'idée, ou la volonté, ou le désir, ou la tentation de se dire est-ce que cette personne est vraiment malade en face de moi. Et bien après 3 ans, je le dis, le juge n'est pas là pour vérifier si la personne est malade. S'il a un vrai doute, j'ai un outil, c'est-à-dire l'expertise. Donc là, il y a une possibilité de le faire. Pas forcément une possibilité évidemment très évidente au regard du nombre faible d'experts, mais effectivement de ne pas, moi, dire si la personne en face de moi est malade ou non. Et je leur dis aux patients, je leur dis que je ne suis pas là pour vérifier s'ils sont malades et s'ils ont besoin de soins. Et je les renvoie à ce moment-là vraiment vers le médecin, c'est très important. Hein, c'est ce qui a fait peut-être je dirais le quiproquo ou l'incompréhension entre les juges et les psychiatres. Hein. Les psychiatres ont peut-être cru à une époque que les juges venaient finalement passer derrière leur travail, se dire tiens, celui-là n'est pas malade, on va le lever. Bon, moi je reste dans l'idée aujourd'hui que je ne suis pas là pour dire si la personne est malade. Et je laisse là, effectivement, au champ médical, parce que c'est un point important, c'est très important. En revanche, je suis là en tant que juge, contrôleur, et je contrôle. C'est-à-dire que si un médecin estime qu'une personne est malade, si un médecin estime que les troubles qu'il présente rendent impossible son consentement, à ce moment-là, ce médecin a une obligation. C'est celle de l'écrire et de l'expliquer, et de le faire de manière circonstanciée, de sorte que tout à chacun peut comprendre, effectivement. Je ne dirais pas la maladie, parce que c'est compliqué, la maladie psychiatrique, mais peut comprendre pourquoi, à telle période, tel patient doit rester en hospitalisation complète. Donc ça, je suis intransigeant, par contre, là-dessus. C'est-à-dire que je ne vérifie pas la maladie, mais je vérifie que le médecin m'explique bien pourquoi la personne est malade. Et si je ne comprends pas moi-même pourquoi elle est malade, à ce moment-là, et même si je constate que potentiellement ça ne va pas forcément très bien pour cette personne, qu'elle est un peu persécutée, qu'elle est peut-être un peu délirante, eh bien, je fais application de la loi, c'est-à-dire que je dois contrôler qu'on est bien dans les critères de la loi. Et puis, je dirais également deux mots alors, sur les motifs de levée, parce que c'est un point évidemment qui est important, sensible pour les établissements, pour les avocats. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a cet après-midi un intervenant qui va venir faire un exposé de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est fort plus intéressante que ma propre jurisprudence locale. Je dirais simplement que au sein du TGI, on a eu 4,2% des contrôles qui ont fait l'objet d'une levée en 2015 et 7,70 à peu près en 2016. Alors là, ce sont des chiffres que je prends du tribunal et qui englobent évidemment le CHS, mais aussi le CHU et Semur-en-Auxois. Le chiffre au plan national, c'était 8,5 à peu près en 2012 et 9 en 2013. Voilà. Donc c'est à peu près ce que vous disiez tout à l'heure, M. Fisca, à peu près 10%, c'est un peu moins de 10% de levée. Alors pourquoi est-ce qu'on lève les mesures ? Essentiellement parce qu'il y a des problèmes de forme, tout simplement, qui sont relatifs aux décisions administratives, qui sont soit incomplètes, dont le signataire n'est pas identifiable, dont la motivation est absente. Et je dirais, parce que il ne faut pas que vous, au niveau de la psychiatrie, on perçoive le juge comme une sorte d'un peu d'arbitraire ou de censeur. Voilà. Lorsque nous délivrons des mandats de dépôt, je peux prier vous croire qu'il y a mon nom sur le mandat de dépôt, qu'il y a ma signature, qu'il y a ma qualité, parce que sinon, ce mandat de dépôt, il n'est pas accepté à la maison d'arrêt. Donc, on applique quelque chose qu'on s'applique nous-mêmes dans nos fonctions pénales, et on n'est pas là, si vous voulez, pour faire du pinaillage sur des décisions. On est là pour appliquer effectivement quelque chose d'important. Il faut qu'une personne soit identifiable, parce que s'il n'y a pas de personne identifiable, une personne est là sans qu'on sache qui l'a décidé. Ça, c'est très important. Et puis également les problèmes de motivation dont j'ai parlé. Il
il y a des problèmes de procédure qui sont la plupart relatifs aux dispositions concernant l'hospitalisation sur demande du préfet, qui est une procédure un peu plus complexe que celle à la demande du tiers, qui a voulu finalement mettre fin à je dirais des mois parfois de tractation avant qu'une personne sorte de l'hospitalisation, et qui a réduit considérablement les délais, et ça n'a pas forcément été évident dans l'application dans les premiers temps. Et j'ai eu effectivement à lever beaucoup pour des problèmes techniques purement sur ce point-là. Et puis des problèmes également, et alors là, effectivement, votre exposé, M. Fisca, m'a un petit peu encore éclairé sur ça. L'interrogation par rapport aux motivations des procédures d'urgence et de péril imminent. Parce que, si vous voulez, moi, du haut de mon tribunal, je ne voyais pas cette progression des périls imminents, mais vous m'en aviez parlé. Je ne la vois pas parce que des fois, on n'a pas à contrôler tout le temps toutes les procédures, et les périls imminents sont peut-être à ce moment-là levés plus tôt. Mais on voit bien, effectivement, on voit bien qu'il y a une tendance. Il y a une tendance, et cette tendance, elle se traduit dans les motifs de levée. C'est-à-dire que si dans les premiers temps, l'urgence, le péril imminent pouvaient parfois, je dirais, faire l'objet d'une certaine interprétation par rapport aux certificats, aujourd'hui, clairement, il y a des certificats qui sont insuffisamment et notoirement insuffisants sur ces dispositions, sur le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, que moi j'élargis à l'intégrité du patient, qu'elle soit physique ou psychique, parce qu'effectivement, quelqu'un qui délire de manière totale, et sans qu'on nous dise éventuellement qu'il va prendre un couteau pour le retourner contre lui, on voit bien qu'une personne qui s'agite, qui est délirante, forcément, elle ne veut pas aller mieux sans soin. Mais pour autant, il faut que le médecin explique tout ça. Il faut qu'il y ait une explication autour de ce risque. Il ne faut pas juste qu'il y ait la formule. Parce que voilà, c'est insuffisant de dire risque d'atteinte sans que le certificat ne fasse référence aux circonstances, aux problèmes que rencontre le patient, que rencontre éventuellement la famille, que rencontrent les personnels d'urgence qui interviennent, que rencontrent les gendarmes, parce qu'effectivement, c'est souvent les gendarmes aussi qui sont, gendarmes et policiers qui sont en première ligne. Donc tout cela, effectivement, moi, me conduit à dire que si la tendance se poursuit, M. Fisca, je crains, parce que les conditions d'urgence, les conditions de péril imminent, peut-être augmentent globalement, mais elles n'augmentent peut-être pas dans ces proportions-là, et qu'on aille vers des mainlevés pour des insuffisances sur ce type de procédures, qui sont effectivement des procédures dérogatoires. C'est très important de le rappeler, parce que lorsqu'il est possible d'avoir un second certificat, et je sais que toutes les difficultés qu'il y a à recueillir ce second certificat, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut qu'il y ait un double avis. Il faut que l'on puisse aussi dire à un patient que 2 médecins, et pas un seul, ont considéré qu'effectivement, il était nécessaire qu'il soit hospitalisé. Et puis, il y a également des problèmes plus généraux qui touchent au principe. J'en dis quand même un mot parce que c'est un point aussi qui est apparu. Des principes ou l'atteinte directe en fait, aux droits du patient. Un patient qui ne parle pas français, lorsqu'on lui notifie ses droits en français, est-ce qu'on fait effectivement ce que nous dit le Code de la santé publique? Maître Gourina, vous le savez très bien, c'est vous qui me l'avez soulevé, et j'ai répondu non, évidemment. Donc, voilà, c'est un point qui nécessite une amélioration, une réflexion autour de comment on communique avec le patient. L'absence de connaissance par le patient de ses droits, ou éventuellement le fait qu'il les connaisse, mais très tardivement, parfois une semaine après qu'il a été entré dans l'établissement. J'ai eu des personnes qui sont restées effectivement aux urgences du CHU pendant une semaine sans savoir qu'ils étaient hospitalisés sous contrainte. Enfin, ce qu'ils savaient, c'est qu'ils étaient enfermés. Voilà. Là, on est vraiment au cœur effectivement du principe. Et celui qui a appelé mon attention plus récemment, vous savez, M. Fisca, c'est cette question des hospitalisés libres dans des unités fermées. Voilà. Alors, j'ai entendu l'argument des médecins, parce que j'ai discuté avec vous, Dr Maltaverne aussi,
L'enfermement est une modalité de soins. Et je l'ai entendu, parce que c'est une réalité. Mais l'enfermement, c'est aussi la privation de liberté. Et ça, c'est évidemment le double regard du psychiatre, du juge, pour dire que si une personne, effectivement, doit être amenée à être dans une unité fermée, elle doit effectivement être en accord avec ce principe-là pour que les soins soient dispensés, parce que j'ai aussi entendu l'argument qui était de dire que les patients sont évidemment sectorisés, donc ils ont des médecins référents, et que parfois, en passant par l'hospitalisation complète, eh bien, il est bien utile que ces personnes retrouvent ces mêmes praticiens, ces mêmes personnels soignants, encadrants, pour pouvoir se soigner mieux et qu'ils soient évidemment obligés d'aller dans une unité fermée. Mais encore une fois, lorsque effectivement, moi je n'ai pas la certitude, et il y a eu quelques décisions en ce sens, que la personne était véritablement d'accord pour être dans cette unité fermée, j'ai levé. J'ai considéré que voilà, l'hôpital aurait dû basculer en hospitalisation contrainte. Je l'ai considéré aussi pour des personnes sous contention, dans des délais qui n'étaient pas forcément des délais compatibles avec le passage d'une crise, par exemple, et considéré qu'effectivement, ces hospitalisations libres n'étaient pas libres, elles étaient véritablement contraintes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire à la fin que le contrôle du juge est regardé à tort comme une sorte de moyen de sortie par les patients. Ils n'attendent que ça. Ils veulent sortir, ils me le disent. Qui sont dans l'incompréhension de leurs troubles à ce moment-là, parce que manifestement, et je le vois aussi, des patients sont plus conscients de leurs troubles et à ce moment-là disent non, je ne veux pas sortir, je veux rester, j'ai besoin encore. Alors qu'à mon sens, cette procédure, elle est avant tout, effectivement, ce contrôle, contrôle très large, et contrôle utile parce que lorsque des mainlevées sont décidées, eh bien, les établissements peuvent s'adapter par rapport à cela et peuvent améliorer quelque part les conditions d'accueil de l'ensemble des patients et puis des droits, et d'assurer leurs droits à ce moment-là. Des idées à creuser peut-être, simplement, parce que je vais partir donc au fin septembre, mais il me semble important de revoir le protocole, si des ajustements sont opérés, à opérer, et puis avec les avocats, bien évidemment. Continuer de s'interroger aussi sur les temps d'audience, pour les rendre un peu moins contraignants pour tous, et pour les personnels notamment. J'ai entendu madame de l'INAFAM, madame Anglade, dire l'aide juridictionnelle pour tous. Ben, je vous le dis aussi, l'aide juridictionnelle pour tous, madame Anglade. Voilà. C'est inconcevable qu'un législateur ait obligé quelqu'un de prendre un avocat sans lui attribuer de droit la possibilité d'être aidé financièrement pour assurer effectivement non pas sa défense, mais son assistance dans le cas du contrôle. Donc oui, encore oui, il faut militer pour que tous les patients aient l'aide juridictionnelle, qu'on sorte un petit peu de ces questionnements autour des revenus des patients qui ont parfois peu de sens, parce que certains nous racontent à peu près n'importe quoi. Il faut aussi être bien clair là-dessus. Et puis les avocats ont tellement de difficultés par la suite, Maître Gourina en fera peut-être part. Voilà. Et puis susciter aussi plus l'information des intervenants pour insister sur la nécessité de motiver donc les certificats médicaux et peut-être aussi informer plus encore les tiers, parce que moi je constate que les tiers sont globalement un peu dans l'incertitude, dans une certaine forme voilà, de méconnaissance un peu de ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, en responsabilité aussi, parce que c'est important. J'ai beaucoup de tiers qui viennent voyant la personne très malade et qui s'apprêtent à lever, et je me dis effectivement il faut faire preuve de responsabilité dans ces cas-là. Voilà. Et en attendant donc d'éventuelles questions après l'intervention de Maître Gourina, je vous remercie, voilà, de votre attention pour mon exposé.